Nous sommes au musée d'art et d'histoire de Genève où nous allons vivre ensemble une visite descriptive et sensorielle. Alix Fiasson, médiatrice culturelle au musée, va vous présenter aujourd'hui les portraits royaux de la princesse Palatine. Et on vous a préparé une petite expérience d'immersion. Au début de cette vidéo, il n'y aura pas d'image à l'écran afin que vous puissiez vivre cette visite au plus proche de l'expérience d'une personne aveugle. On y va ? Bonjour à tous, bienvenue au musée d'art et d'histoire. Je m'appelle Alix, je suis médiatrice culturelle et je suis ravie de vous accueillir ce matin. Alors, où nous trouvons-nous? On est au dernier étage du musée d'art et d'histoire. Au-dessus de vous, il y a une paroi en verre, donc au-dessus de nous, le ciel, on est tout en haut. À cet étage sont exposés les tableaux, c'est l'étage qu'on appelle l'étage Beaux-Arts, quelques sculptures et des tableaux. Et à cet étage, ce ne sont que des salles en enfilade qui s'organisent de façon chronologique. Nous, on se trouve dans la 5e salle, dans les portraits du XVIIIe siècle. Devant vous, il y a 4 tableaux. À votre droite, il y en a 3. Derrière vous, attention, c'est la débauche, il y en a 6, plus 2 miroirs, plus un buste de Voltaire. Et à votre gauche, un tableau. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est le tableau devant lequel vous vous trouvez, qui représente Élisabeth Charlotte de Bavière, princesse palatine du Rhin, duchesse d'Orléans, tout ça peinte par Hyacinthe François Honorat Rigaud, le peintre officiel de la cour de Versailles. Mais avant d'aller plus loin avec tous ces noms à rallonge, le contexte. On se trouve donc à Versailles il y a 300 ans. À Versailles, il y a 300 ans, règne Louis XIV, mais surtout l'étiquette. Tout le monde est assujetti à l'étiquette. Il y a des codes très précis. On ne peut pas s'adresser au roi de n'importe quelle manière. Les dames ne peuvent pas s'adresser à ces messieurs de telle autre façon. Il faut être habillé à la mode. Il faut avoir le chignon à la mode. Les hommes doivent avoir les perruques à la mode. Tout ça est très beau. Aujourd'hui encore, on visite Versailles de partout dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est beau, ça brille, il y a de l'or partout, il y a des miroirs, il y a du cristal, il y a des immenses lustres. Mais à l'époque, surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est que ça puait atrocement. C'était beau, mais ça sentait horriblement mauvais, pour plusieurs raisons. D'abord, à cette époque-là, il faut qu'on se rappelle qu'on avait peur de l'eau, parce qu'on pensait que c'était par l'eau que s'attrapait la peste et autres maladies. Donc on ne se lavait pas. On dit que Louis XIV a pris 4 bains dans sa vie, donc il avait beau être le roi soleil, il était surtout le roi qui sent très mauvais, donc il ne se lavait pas non plus la bouche, donc tout ça sentait très très fort. Et puis il y avait évidemment ceux qui montaient à cheval, qui revenaient au palais en sentant la sueur. Il y avait aussi tous les serviteurs qui faisaient leurs besoins sous les escaliers, dans des pots de chambre. Donc il faut imaginer l'odeur qui partait dans toutes les grandes salles, et on faisait monter les chèvres directement dans les chambres pour traire le lait pour faire les petits déjeuners. Enfin bref, l'odeur était infecte. On raconte aussi souvent que la bouche de Louis XIV était très infectée, donc lui adresser la parole, c'était presque suicidaire. Il sentait tellement mauvais que c'était dur de ne pas s'évanouir. Du coup, on a inventé à Versailles, j'en ai avec moi, les éventails parfumés. Tout ça pour que les damoiselles qui allaient charmer le roi, n'est-ce pas, puisqu'il avait beaucoup de maîtresses, ne s'évanouissent pas au moment où il allait leur dire « bonjour ». Je vous en donne un chacun. Hop, un éventail. Ils sont parfumés. Tiens, Waltraud, un éventail. Georges, ton éventail parfumé. Et vous sentez, ils sont parfumés. Alors, il y avait ça, et puis on mangeait, quand on était courageux, hein, on avalait carrément un clou de girofle, etc., pour sentir un peu meilleur de la bouche. Mais on oublie très souvent tout ça. Il y a le côté fastueux, c'est très beau, c'est doré, mais il y avait aussi l'horreur des odeurs à Versailles, qu'on n'a plus aujourd'hui quand on visite, c'est bien. Et l'étiquette comme ça, hein, des costumes, des perruques, ça a perduré jusqu'à Louis XVI, donc ça a quand même duré longtemps. Vraiment l'importance de l'étiquette et des codes, juste dans le palais de Versailles en tout cas, quand on était près du roi et près de la famille royale. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de quelqu'un de très spécifique, puisque je vais vous parler d'Élisabeth Charlotte de Bavière, duchesse d'Orléans, princesse palatine du Rhin. Qui était-elle? Elle était la belle-sœur de Louis XIV. Louis XIV avait un frère, le duc d'Orléans, et le duc d'Orléans a perdu sa femme, sa première femme, Henriette d'Angleterre. On pense qu'elle a été empoisonnée, mais bon, ceci est une autre histoire. Il a donc fallu trouver une autre femme au frère du roi. Et évidemment, le roi a regardé avec quel pays ce serait intéressant de faire une alliance. Et il y avait un petit État, le Palatinat, un petit État en Allemagne avec qui c'était intéressant. Et la princesse était célibataire
Élisabeth Charlotte de Bavière, elle avait 19 ans, elle a tout quitté, en tout cas son Allemagne natale, pour arriver à Versailles et épouser le duc d'Orléans. Elle rentre donc dans la famille royale française et du coup dans les codes de la famille royale française. Et comme tous les autres membres de cette illustre famille, quand on était représenté, on était peint par le peintre officiel de la cour. Et le peintre officiel de la cour, en tout cas sous Louis XIV, c'était Hyacinthe François Honorat Rigaud. C'était lui qui avait son atelier dans Versailles et qui faisait poser les membres de la famille. Là, en face de vous, vous avez un tableau qui date de 1718, qui fait 1,50 m de haut pour 1,13 m de large, qui a un très beau cadre doré à la feuille d'or et qui représente donc Élisabeth Charlotte de Bavière. Elle est, dans ce tableau, assise en face de vous. Elle est sur un fauteuil en noyer. Pourquoi je vous parle du fauteuil en noyer? On s'en moque un petit peu, vous pourrez me dire. Mais ce fauteuil en noyer, on le retrouve dans plein de portraits faits par Hyacinthe François Honorat Rigaud. Ce qui prouve qu'en fait, il asseyait tous les membres de la famille royale sur le même fauteuil dans son atelier. Enfin, bien sûr, je dis ça, mais que pour les femmes. Hein. Ces messieurs étaient toujours debout, les jambes légèrement écartées, le poing sur la hanche, la virilité au centre du tableau. Ces dames, elles, sont assises, n'est-ce pas? Elles n'ont rien d'autre à faire, elles n'ont rien d'autre à montrer. Donc, Élisabeth Charlotte de Bavière, elle est assise en face de vous sur un fauteuil en noyer. Ce fauteuil, il est en face de vous, mais légèrement déporté vers votre droite. Mais elle, la princesse, se tient vraiment face à vous. Elle s'inscrit dans ce qu'on appelle une forme triangulaire. En haut du tableau, sa tête et son corps sur le reste du tableau jusqu'à sa robe qui fait tout le bas du tableau. On ne voit pas ses pieds. Donc vraiment la forme triangulaire. Pourquoi c'est important cette forme triangulaire? Parce que ça assoit le pouvoir. Le pouvoir, c'est triangulaire. À la tête de la France, il y a un roi, c'est Louis XIV. C'est vraiment ça, la forme triangulaire dans un tableau. Ce n'est pas n'importe qui vous est présenté, c'est un membre de la famille royale. Si on enlève le personnage, derrière elle, il y a des pans de velours rouge, un peu comme dans un théâtre. Il y a cette chaise, elle est assise dessus. Comment elle se tient maintenant? Elle est assise donc, son bras droit, qui est sur votre gauche, il vient sous sa poitrine, donc sa main, voilà, exactement, est sous sa poitrine, et dans ses doigts, elle retient un voile noir, et ce voile noir, il prend en fait naissance dans ses cheveux, il passe par le côté de sa tête, et cette main droite, sous la poitrine, retient le voile. Maintenant, sa main gauche, à votre droite, elle a le coude qui est sur l'accoudoir du fauteuil, mais elle est déportée à l'extérieur, et elle touche une couronne qui est sur une petite table recouverte de velours rouge. Il y a la très belle couronne, la couronne du roi de France. Évidemment, elle n'est pas sur la tête d'Élisabeth Charlotte, elle a juste le droit de la toucher du bout du doigt. Elle fait partie de la famille royale, mais elle n'est pas de sang royal. Voilà, son bras gauche sur votre droite touche vraiment à l'extrême droite du tableau la couronne. Voilà pour les deux bras. Elle est assise dans une débauche de tissu qui montre la richesse du pouvoir. Elle porte d'abord une robe de brocart. Donc c'est une robe tissée au fil d'or qui présente des motifs de fleurs. Il y a des fleurs blanches et des fleurs plus ou moins roses et quelques feuilles vertes. Mais cette robe est entièrement dorée. On a un décolleté rond. Elle est âgée. Le tableau a été fait en 1718. Elle a plus de 60 ans, donc elle n'a pas un grand décolleté plongeant. Décolleté rond, avec une très fine dentelle qui dépasse sur sa peau très blanche. Ensuite, cette robe dorée est très resserrée à la taille, tellement resserrée à la taille qu'il y a un collier de perles qui marque cette taille. Et chaque perle brille en son centre. C'est le talent de Hyacinthe François Honorat Rigaud, c'est de représenter chaque tissu et chaque matière avec tellement de réalisme qu'on a vraiment l'impression qu'on pourrait toucher le rond de la perle, qu'on sentirait le fil d'or sur la robe. Ensuite, la robe s'étend très largement sur le bas du tableau, jusqu'au bas du tableau puisqu'on ne voit pas les pieds de la princesse palatine, donc on imagine que la robe va jusqu'au sol, évidemment. Maintenant, pour les manches. Cette robe, elle s'arrête avant le coude et au niveau du coude, débauche de dentelle jusqu'au milieu de l'avant-bras. De la dentelle blanche, vaporeuse, jusqu'à la moitié, en tout cas jusqu'au milieu de l'avant-bras. Et par-dessus tout ça, mesdames et messieurs, le fameux, le célèbre manteau d'hermine, le symbole de la monarchie française. Quand on parle de manteau, ce n'est pas un manteau où on met les manches, etc. C'est une cape. C'est une cape extrêmement lourde parce qu'elle est en fourrure. Donc cette cape, elle est sur les épaules de la princesse palatine. Et à gauche, alors
sous son bras gauche à votre droite, donc à droite sur le tableau, on voit l'intérieur du manteau d'hermine. L'intérieur du manteau d'hermine, vous connaissez forcément, c'est cette fourrure très très blanche avec des points noirs. Ça, c'est un symbole de la monarchie. Et de l'autre côté, pour vous, à gauche du tableau, sur son épaule, là, on voit l'autre côté de ce manteau d'hermine. Et sur cet autre côté, le tissu, la fourrure est complètement bleue. Et au fil d'or sont mis des fleurs de lys. La fleur de lys, c'est aussi un énorme symbole de la monarchie française. Et vous pourrez très bien les sentir sur la maquette tactile parce qu'elles ont été reproduites en relief sur le manteau pour que vous sentiez justement cette forme spécifique de la fleur de lys. Donc voilà comment est habillée la princesse Palatine assise sur ce fauteuil en face de vous. Maintenant, il reste le plus important. Dans cette salle, autour de vous, 14 tableaux, 14 portraits. Et dans tous ces tableaux, le modèle, il est idéalisé, il est plus beau qu'en vrai, il est plus fin qu'en vrai, il a les traits plus réguliers, il est maquillé à la perfection, coiffé à la perfection. Ce n'est pas le cas du tout pour la princesse Palatine. En haut de ce tableau, au milieu, on voit donc le visage d'Élisabeth Charlotte de Bavière. On voit un visage très rond, avec un double menton. Évidemment, vous le savez, hein, à cette époque-là, la mode, c'était d'être très, très, très blanc, pour ne pas être comme le peuple qui travaille et qui donc est bronzé, pour montrer qu'on est riche et qu'on n'a rien à faire de la journée. On se présente tout blanc, et même quand on n'est pas assez blanc, on se poudre très 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 fort de blanc. Pas de n'importe quel blanc, hein, c'était du plomb. C'était du blanc de plomb, donc ça crée des cratères dans la peau, des trous, des boutons. Et c'était tellement affreux que le lendemain, on en mettait plus du blanc pour cacher toutes ces imperfections. Bref, je vous passe les détails, mais on faisait ça pour paraître très blanc, pour être séparé du bas peuple. Mais elle, malgré le blanc sur son visage, on sent quand même la coupe rose sur ses joues et sur son nez. Elle a une toute petite bouche, un nez légèrement crochu, des tout petits yeux très rapprochés bleus, et puis elle a les cheveux très blancs, pas spécifiquement coiffés, on pense qu'ils sont retenus en un chignon à l'arrière, chignon dans lequel se prend le voile noir qu'elle retient avec son bras droit sous sa poitrine. Vous vous souvenez de tout ça, hein? Bras droit sous la poitrine, bras gauche sur la couronne. Voilà pour ça. Sur ce tableau, elle n'est donc pas du tout idéalisée et elle est aussi assez large. Disons que dans le fauteuil, on sent que sous la taille, la robe prend beaucoup plus d'ampleur. Elle était très ronde. Elle le dit elle-même dans ses lettres, je vous en parlerai après, elle a écrit plus de 60 000 lettres pendant sa vie à Versailles. Et quand elle parle d'elle-même, elle est très franche, elle parle de sa taille monstrueuse de grosseur. Tout ça est très visible dans le tableau, alors que c'est censé être quand même un tableau idéal, un tableau d'apparat de la famille royale française. Quand Louis XIV voit le tableau, il va dire à la princesse « Oh, ça vous ressemble tellement, il faut absolument le garder !» Et vous en ferez faire des copies pour vos amis. D'ailleurs, le tableau qui est en face de vous est une copie de la main de Hyacinthe François Honorat Rigaud, mais ce n'est pas le portrait qui a été gardé à Versailles. Ce portrait-là, elle en a fait faire une copie pour l'envoyer à son ami, un artiste, Jacques-Antoine Arlot, dont on a le portrait à gauche de celui de la Palatine. Il y a un portrait de Jacques-Antoine Arlot peint par Largillière. Mais c'était un miniaturiste, mais il a aussi travaillé à la cour de Versailles et était très proche d'Élisabeth Charlotte. Mais bref, un tableau tellement réaliste qu'on veut absolument le garder. Avant de vous raconter les secrets et les lettres de cette princesse palatine que j'adore, parce qu'elle est bien plus qu'une image officielle, je vais vous demander de vous lever et de venir toucher la maquette tactile pour vous rendre compte de ce que je viens de vous décrire dans le tableau. Je vais vous récupérer les éventails. De toute façon, il ne fait pas assez chaud pour s'éventer, n'est-ce pas? Je récupère. Et je vous laisse vous approcher de ma voix. Hop là. Je prends votre main et je vous emmène. Voilà, vous faites face à madame. Alors, c'est moi qui ai réalisé cette maquette. C'est donc une poupée pour laquelle j'ai retravaillé entièrement le costume. Peut-être si vous partez de la tête, ce sera plus simple. Alors derrière, c'est les débauches de textile, je vous l'ai dit, en velours rouge. Et elle est donc là. Là, c'est ses cheveux, le voile noir dans ses cheveux. Le voile noir. Son visage que j'ai retravaillé pour qu'on sente le double menton, les rides aussi. Ah oui. Oui, j'ai un peu, oui. On sent bien la toute petite bouche. Toute petite bouche, oui. Oh là là, oui, puis oui. Eh bien oui. Ouais. Puis même on sent peut-être aussi granuleux le bleu. Ah ouais, là c'est la peinture aussi. C'est la peinture. Oui, mais du coup, mais ça fait penser au côté. Une peau un peu plus âgée. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et alors là, c'est son cou, la dentelle qui dépasse dans son décolleté. Le cou aussi, on voit que qu'il est garni.
Ça, c'est la robe ça, de... c'est- Ah, ça, c'est la dentelle sur ses ça, bras. c'est Ça, la c'est la dentelle, robe de brocart. On sent le fil... Enfin, on Oui. sent vraiment qu'elle est travaillée, Oui, cette robe. oui, oui, oui. Et alors, voilà, ça c'est la dentelle Ça, qui c'est va la sur- dentelle qui dépasse sur sa dépasse main. sur la main. Ouais. Et Ça, là, derrière, la- c'est le manteau. Ça, c'est le manteau. Ouais. De l'autre côté, on doit trouver le Alors, manteau. c'est là le manteau avec Le ça, manteau. c'est les trous. Là, j'ai Voilà. juste rasé un peu pour qu'on sente les trous noirs qui sont Oui, dans le manteau d'accord. d'Hermine. Oui. Et en dessous de la couronne, parce qu'après, tu as sa main qui est là. Voilà, super. Voilà. Ça, c'est Ah la oui, ça c'est la couronne. couronne. Oui, sur une table en velours, bien sûr. Exactement. Et du coup, sous la couronne, tu vas Sous- sentir la robe. Et là, sur la robe, Ah, normalement, pas la oui. robe, le manteau, tu vas sentir Oui, ah oui, oui, peut-être oui. une ou deux fleurs Oui, de oui, oui. lys. Là, ici, là, ouais. Ah oui. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui. Oh là là. Pff. Et tu peux même aller toucher sur sa taille. J'ai refait la ceinture en perles. Oh là là. Mais quel boulot. Ah, je suis impressionnée. Ah oui, là. Ah bah, elle a un petit embonpoint quand même. Oui, non, mais il y est. Hein, on voit, oui, oui, on voit. Oui, oui. Ah ben. C'est comme ça Ouais. que tu l'imaginais pendant que je parlais. Ben oui, quand même. Ouais, ça va. Ah oui, oui, je trouve que ça reflète très bien. Bravo, moi, je suis impressionnée. Je suis impressionnée parce que j'avais imaginé une maquette pas Ah non, comme- elle est en 3D. À l'époque, je les faisais moi-même dans le garage. Il n'y avait pas de budget spécifique au Ouais, musée pour ces ouais. visites accessibles. Ouais. Donc, je faisais moi-même les maquettes. Bah bravo, tu as eu bien raison. Parce que c'est Mais disons bien que pour plus... un portrait comme Oui, ça, c'est vraiment oui. chouette d'avoir Ah, la dame. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'histoire de cette femme est exceptionnelle. C'est pas pour son portrait que j'adore le personnage de la princesse Palatine. Ce que j'aime, c'est effectivement son histoire. Et ce que je vous ai dit, c'est le fait qu'elle a écrit plus de 60 000 lettres. En fait, c'est en partie grâce à elle, donc grâce à une princesse allemande malheureuse à Versailles, qu'on connaît aussi bien l'histoire de Louis XIV. Et ça, c'est complètement fou. Donc je vous remets dans son histoire. Elle vit tranquille, en toute liberté, dans un État qui s'appelle le Palatinat, un petit État allemand. Son père, c'est Charles Ier, prince électeur du Palatinat, donc c'est lui qui règne là. Elle peut faire ce qu'elle veut dans la journée. Elle part à la chasse, elle monte très très bien à cheval. Son éducation, elle est faite par sa tante. Et sa tante, c'est pas n'importe qui, c'est Sophie de Hanovre, donc une grande intellectuelle. Élisabeth Charlotte de Bavière, à 15 ans, elle parle déjà plusieurs langues, elle parle très très bien le français. Elle est vraiment brillante. Et voilà qu'à 19 ans, tout à coup, elle ne le sait pas, elle vit en Allemagne très libre. Et pendant ce temps-là, à Versailles, meurt Henriette d'Angleterre, la femme du duc d'Orléans. Et en fait, le frère de Louis XIV ne peut pas rester célibataire, c'est impossible. Et en plus, il se doit de faire des enfants pour le royaume. Donc il faut trouver une nouvelle femme au frère de Louis XIV. Et bien sûr, c'est Louis XIV qui choisit. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour des histoires d'alliance, il va choisir une princesse qui vit côté allemand, donc dans le Palatinat. Il choisit Élisabeth Charlotte de Bavière et elle, du jour au lendemain, un carrosse vient la chercher. Sur la route, elle doit changer de religion parce qu'elle est protestante, donc elle doit changer de religion sur la route et boum, elle arrive à Versailles. Et là, on parle d'une femme qui aime bien vivre, qui aime bien boire de la bière, manger de la choucroute. Elle adore la choucroute, elle en parle dans ses lettres. Elle est bien en chair, elle aime la vie. Et voilà qu'elle rencontre son futur époux. Et je vous lis la description qu'en fait Saint-Simon à l'époque. Attention, c'est pas piqué des vers. Elle rencontre... C'était un petit homme ventru, monté sur des échasses tant ses souliers étaient hauts, toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets et de pierreries partout, avec une longue perruque tout étalée devant, noire et poudrée, et des rubans partout où il pouvait mettre, plein de sortes de parfums, et en toute chose, la propreté même. Autant vous dire qu'ils n'étaient pas assortis du tout, les deux. Mais bon, elle n'a pas le choix. Évidemment, ils se marient et à partir de là, on va commencer à beaucoup se moquer à la cour de Versailles. Le frère du roi, il est appelé monsieur. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est comme ça que les codes le veulent, on dit monsieur. Et donc la femme de monsieur est appelée madame. Et bien évidemment, à la cour de Versailles, tout le monde dira que monsieur est beaucoup plus madame et que madame est beaucoup plus monsieur. Effectivement, monsieur était homosexuel, donc monsieur préférait vivre avec ses mignons. Cela dit, il sait quel devoir lui incombe, donc il fait quand même 3 enfants avec la Palatine. Mais à partir du moment où les 3 enfants sont faits, il l'abandonne, il la laisse dans ses appartements et il va vivre avec ceux qu'on appelle ses mignons, qui sont donc ses amants, à commencer par le duc de Lorraine, dont on pense qu'il a empoisonné la première femme, Henriette d'Angleterre. Mais ceci, je vous l'ai dit, est une autre histoire.
Et voilà que, malheureuse et recluse à Versailles, Élisabeth Charlotte de Bavière va se mettre à écrire et à écrire et à écrire des lettres, notamment à sa famille. On arrive à la fin de sa vie à 60 000 lettres. Je conseille la lecture de tous les recueils c'est absolument incroyable, il faut lire cette correspondance. Et elle écrit notamment un moment à sa tante Sophie de Hanovre, par rapport à sa vie amoureuse, elle écrit cette phrase « Peut-on redevenir vierge après 18 ans ?» Moi, j'adore. Ça dit long sur sa solitude et sur sa vie amoureuse. Bien sûr qu'elle, elle ne pouvait pas avoir d'amant. Une des seules choses qui a sauvé sa vie versaillaise, c'est qu'elle a été très proche de Louis XIV lui-même. Il aimait beaucoup sa liberté, il aimait le fait qu'elle lui raconte les ragots sur tout ce qui se passait à Versailles, il aimait boire des bières avec elle et partir à la chasse avec elle. Donc elle était quand même très, secrètement, pas vraiment secrètement quand on lit les lettres, très amoureuse et admirative de Louis XIV. Quand bien même il a fait des guerres à l'état de son père, elle lui a toujours pardonné. Le truc, c'est qu'après, il a rencontré sa maîtresse, Madame de Maintenon, et à partir de là, la guerre était déclarée. Élisabeth Charlotte de Bavière détestait Madame de Maintenon, et Madame de Maintenon le lui rendait bien. Dans les lettres, quand elle parle de Madame de Maintenon, elle parle de, pour de vrai, cette vieille conne. Donc on disait déjà ça, je veux dire, il y a 300 ans, ni plus ni moins. Alors, je vous cite d'autres lettres, voilà, où elle parle notamment de la mode et où elle fait son autoportrait. Je ne suis les modes que de loin, et il en est que je n'adopte pas du tout, comme les paniers que je ne porte pas et les robes ballantes que je ne peux souffrir. Je trouve que c'est impertinent d'en mettre. Aussi, nulle femme qui en porte n'est-elle admise en ma présence. C'est comme si on allait se mettre au lit. Il n'y a aucune règle pour les modes, ce sont les faiseuses de robes de chambre et les coiffeuses qui les font. Je n'ai jamais suivi à l'excès la mode des hautes coiffures. Mais voilà ce sur quoi je vais terminer. 2 lettres sur lesquelles elle parle d'elle-même et dans lesquelles elle fait son autoportrait. Parce que je vous ai parlé de ce tableau, je vous ai décrit la façon qu'a Hyacinthe François-Honorat Rigaud de la peindre. Je vous dis que voilà, débauche de textile, on voit toute la richesse du royaume, il y a la couronne, il y a le manteau d'hermine, mais à côté de ça, son portrait est très réaliste. Et pour une chose simple, c'est pas qu'il ne l'aimait pas et que du coup il a voulu la rendre moche dans son tableau, c'est parce qu'au contraire il l'a respectée et qu'elle-même faisait son autoportrait dans ses lettres en des termes très crus et très réalistes, mais elle assumait tout à fait ce à quoi elle ressemblait. Donc voilà ce qu'elle dit. Ma graisse est mal placée, de sorte qu'elle me va mal. J'ai, sauf votre respect, un derrière effroyable, un ventre, des hanches et des épaules énormes, la gorge et la poitrine très plates. À vrai dire, je suis une figure affreuse. Mais j'ai le bonheur de ne pas m'en soucier car je ne souhaite pas que quelqu'un tombe amoureux de moi. Je suis persuadée que mes bons amis ne regarderont que mon caractère, pas ma figure. Elle continue. J'ai toujours été laide et le suis devenue encore plus depuis la variole. Ma taille est de plus d'une grosseur monstrueuse. Je suis carrée comme un dé. Ma peau est d'un rouge tacheté de jaune, je commence à grisonner et mes cheveux sont poivre et sel. Mon front et mes yeux tout ridés, mon nez toujours aussi de travers, mais très brodé par la variole, ainsi que mes 2 joues. J'ai les joues plates, un double menton, les dents gâtées. Voici, chère Amelise, ma jolie figure. Voilà, c'est sur ces mots à elle que je voulais terminer, parce que bien sûr que je pourrais vous lire ces lettres pendant une journée entière. C'est très dur pour moi de choisir, parce qu'il y a vraiment des moments magnifiques, donc je vous en conseille la lecture. Mais je voulais terminer avec cet autoportrait qu'elle fait d'elle-même, parce que je vous ai décrit un portrait officiel d'Apparat qui est là pour porter le pouvoir. Donc c'est aussi intéressant d'aller derrière les costumes d'Apparat pour savoir qui étaient les gens. Et la seule petite victoire qu'elle a eue sur Versailles, c'est qu'à la mort de Louis XIV, c'est son fils à elle qui est devenu régent pendant un temps. Donc comme quoi, elle a quand même un peu gagné et elle a laissé une vraie empreinte à Versailles et sur le pouvoir français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Puis on se retrouvera bientôt pour une nouvelle visite de toute façon. Merci beaucoup.